J'avais envie de, à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements, donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. On ne sait jamais lesquels de nos actes vont influencer l'avenir, mais il faut se conduire comme si chaque geste avait de l'importance, au cas où. Cette phrase, on la doit à Gloria Steinem dans son magnifique livre Sur la route. C'est un épisode un peu différent que je vous propose aujourd'hui pour terminer cette saison 2. Cela fait déjà quelques années que je m'intéresse aux problématiques de l'industrie textile. Et j'ai réalisé progressivement que les femmes et la nature subissaient une forme d'oppression commune liée au système patriarcal. Je me suis rendu compte que le pouvoir n'appartenait pas aux femmes, qui subissent pourtant de plein fouet l'exploitation et la pollution liées à la fabrication de nos vêtements. L'industrie textile détruit la nature et exploite les femmes. Pourquoi ? J'ai voulu en savoir plus, et puis dans ma quête, j'ai découvert l'écoféminisme. J'ai donc eu envie de me plonger dans ce mouvement, et je vous emmène avec moi, en vous partageant ma discussion avec Jeanne Burgard-Goutal. Jeanne est philosophe et spécialiste de l'écoféminisme. Elle n'a pas de smartphone, ni de télé, ni de voiture. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Cela doit bien faire 10 ans qu'elle n'a pas acheté de vêtements neufs. Elle a toujours été financièrement indépendante. Pour elle, l'écologie et le féminisme sont complètement intégrés à sa vie quotidienne. Dans cet épisode, Jeanne nous parle de ses expériences personnelles au cœur de communautés indiennes. Elle nous livre ses analyses, ses sentiments. Elle nous parle de sa découverte de la spiritualité, via le yoga notamment, des ambiguïtés qui existent entre les idéaux et la réalité, et de son cheminement vers un mode de vie qui a du sens. J'espère que cet épisode vous donnera des clés de réflexion, de compréhension sur le monde actuel, et vous permettra d'explorer d'autres courants de pensée pour questionner vos croyances et vos modes de vie. Avec Jeanne, on a parlé de Monsanto, de yoga, de potager et de Maria Montessori. Je vous souhaite une très belle écoute et de très belles vacances. Bonjour Jeanne, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir partager avec moi vos connaissances sur l'écoféminisme. Alors première question, donc vous êtes agrégée de philosophie, professeur de yoga aussi je crois aujourd'hui, et je me demandais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'écoféminisme ? Alors en fait, donc je suis professeure de philosophie depuis une douzaine d'années on va dire, et au bout de quelques années d'enseignement au lycée, j'ai eu envie de recommencer une recherche et d'approfondir un sujet. Et ça faisait longtemps que je tournais à la fois autour des questions concernant le féminisme et plus largement la différence des sexes, les inégalités entre hommes et femmes, la construction des genres féminins et masculins d'un côté, et de l'autre côté autour des questions liées à l'écologie et plus largement à la critique de la civilisation occidentale moderne, de l'économie capitaliste. Donc des auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est Nietzsche, Marx, la théorie critique de l'école de Francfort, donc des courants philosophiques qui critiquent la civilisation contemporaine occidentale. Ouais. Et jusque-là, j'avais jamais perçu les liens entre ces divers centres d'intérêt. Voilà, je les étudiais séparément. Et puis ça allait au-delà de l'étude, en fait. Quand j'enseignais, j'habitais en Normandie.
avec un coloc qui se définissait comme écolo hardcore, qui était réalisateur de documentaires écolos et qui vivait vraiment d'une façon assez décroissante. Je pense que ça faisait 20 ans qu'il s'était pas acheté une fringue, un meuble, il récupérait l'eau de pluie tout le temps, etc. Donc mes questionnements théoriques se sont aussi enracinés dans la vie réelle, dans la pratique. Et puis un peu par hasard, en fait, j'ai découvert en regardant un documentaire de Colline Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global. Donc j'ai découvert dans ce documentaire que certains penseurs et certains mouvements aussi de paysans et paysannes faisaient des liens entre féminisme et écologie, à la fois en parlant du symbolisme féminin de la terre, donc la terre-mère, dame nature, etc. Ou dans ce documentaire, il y a des passages d'interviews de Vandana Shiva, qui est une des figures de proue de l'écoféminisme, qui est philosophe et activiste indienne, et qui explique que traditionnellement, dans beaucoup de sociétés rurales, notamment en Inde, ce sont les femmes qui sont chargées de l'agriculture de subsistance, qui sont gardiennes des semences, des savoir-faire agricoles, et que donc avec la modernisation, non seulement on dégrade les écosystèmes, mais aussi on dégrade la condition féminine puisqu'elles perdent ce rôle traditionnel. Et donc, tout d'un coup, j'ai pris conscience qu'il pouvait y avoir des liens entre ces questions qui m'intéressaient. Et c'est là que j'ai décidé vraiment de me plonger dans l'étude de l'écoféminisme en m'inscrivant en thèse sur le sujet. Bon, j'ai pas fini ma thèse, j'ai un livre à la place que je trouve beaucoup mieux. Mais voilà l'étincelle initiale. D'accord. Et alors parce que dans ce podcast, j'aime bien commencer aussi par comprendre qui est mon invitée, d'où elle vient, qu'est-ce qui l'a amenée à ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance, de votre éducation, de votre parcours, où est-ce que vous avez grandi, quel genre d'éducation vous avez eu, pour qu'on apprenne un petit peu à vous connaître à travers cette discussion? Alors j'ai grandi en banlieue parisienne. Dans une famille assez intello, on va dire. Et donc, bon, on avait un jardin, mais en fait, personne ne savait trop s'en servir, on va dire. Ma principale activité dans le jardin, c'était de faire des tresses et autres coiffures à l'herbe. Donc, niveau jardinage, c'était quand même pas ça. J'ai été élevée avec des valeurs de gauche, de justice sociale, d'égalité. Ma mère est très féministe. Elle a été impliquée dans les luttes des années 70 pour la contraception, pour la légalisation de l'avortement. Donc j'ai été sensibilisée aux questions féministes assez jeune. En même temps, mes parents étaient divorcés et mon père, lui, et ma belle-mère, ils sont super anti-féministes. Donc, j'ai aussi compris dès petite que c'était des valeurs discutables et qu'il fallait pas y adhérer sans réfléchir, mais qu'il y avait une interrogation critique à mener là-dessus. Et je pense que du coup, il y a à la fois des choses dans mon éducation qui m'ont prédisposée d'une certaine façon à m'intéresser à ces sujets, et en même temps, quelque chose dont je vois que ça, pour le coup, enfin peut-être les transformations psychiques et de mode de vie les plus profondes dans l'écoféminisme, là pour le coup, c'est plutôt des ruptures avec mon éducation, parce que donc comme j'ai dit, ma famille met au-dessus de tout les valeurs de l'esprit, de l'intellect, de la rationalité. C'est une famille super laïque, urbaine, donc assez moderne, on va dire, en tout cas conforme à l'éducation scolaire moderne, etc. Mais du coup, toutes les dimensions liées à la spiritualité ou encore au corps, c'est vraiment des trucs qu'on m'a pas du tout transmis. D'accord. Alors que, à travers l'écoféminisme, en fait, je pense que et c'est un cheminement, je suis pas arrivée au bout de ce cheminement, je pense que ça va continuer, mais c'est vrai que ça m'a amenée à me rendre compte que, à la fois dans ma famille et dans le système scolaire, on m'avait éduquée et on éduque beaucoup d'enfants, comme si
tout ce qui existait et tout ce qui comptait, c'était une forme de réussite sociale et de compréhension rationnelle et intellectuelle de la réalité. Alors que l'écoféminisme, ça m'a vraiment ouverte à la dimension physique, et puis bon, le yoga aussi, évidemment, mais pour moi, c'est lié, et aussi à des interrogations sur la spiritualité et sur les liens qu'on peut avoir avec la nature, avec le monde animal, le monde végétal, et ça, pour le coup, là, face à ça, en fait, j'ai aucune arme dans mon éducation pour affronter ça, et c'est vraiment l'écoféminisme et le yoga qui m'ont amené à renouveler ce pan éducatif. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et bon, c'est la question qu'on doit vous poser constamment, mais je pense qu'elle est indispensable avant de rentrer dans le détail de ce qu'est l'écoféminisme. Déjà, d'où vient l'écoféminisme et quelle serait sa définition, même si on le comprend en lisant votre livre et puis même en se documentant que le mouvement est loin d'être homogène, mais est-ce qu'on peut quand même identifier de grands principes communs et définir un petit peu ce qu'est l'écoféminisme ? Oui, alors effectivement, la définition de l'écoféminisme, c'est pas quelque chose d'aisé, parce que le mouvement, comme vous l'avez dit, il se caractérise vraiment par sa diversité, et il tient à sa diversité. C'est une diversité qui est théorisée, qui est revendiquée comme un refus de réduire à une doctrine un peu unifiée et imposée à tous le mouvement. Après, bon, si on veut quand même essayer de dégager des grands traits, pour moi, ce qui fait qu'un mouvement ou une théorie ou une pensée est écoféministe, c'est évidemment qu'elle fait des liens très forts entre écologie et féminisme, c'est-à-dire que la conviction fondamentale de l'écoféminisme, à la fois en tant que théorie et que pratique et mouvement activiste, c'est qu'il y a des liens très étroits, très profonds et même indissociables entre la domination sur les femmes et la domination sur la nature. Et le grand axe de l'écoféminisme, c'est justement d'essayer de comprendre et de clarifier quels sont ces liens, c'est-à-dire à la fois historiquement, économiquement, symboliquement, etc., en quoi le patriarcat et la crise écologique sont liés, quelles sont leurs racines communes et quelles sont leurs manifestations communes. Donc c'est vraiment cette connexion-là qui va faire que l'écoféminisme n'est pas simplement une juxtaposition de écologie plus féminisme, mais que se situe à l'interconnexion de ces luttes. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, le mouvement est né dans les années 1970, je crois. Et c'était quoi être écoféministe dans les années 1970 et c'est quoi être écoféministe aujourd'hui? Peut-être qu'il y a eu une évolution pour qu'on comprenne un petit peu comment le mouvement a évolué entre il y a plusieurs années et aujourd'hui. Alors dans les années 70-80, au moment de l'essor du mouvement proprement dit, ça s'est articulé autour d'enjeux qui étaient d'un pays à l'autre, ça dépend en fait. Par exemple, en Inde, il y a un mouvement très connu, le mouvement de Chipko, qui ne revendique pas l'étiquette écoféministe, mais qui en est proche. Donc il s'agit de femmes au nord, de communautés villageoises, mais c'est essentiellement les femmes qui ont pris le leadership dans la lutte, qui se sont mobilisées contre la déforestation aux alentours de leur village. Puisque la forêt dans le mode de vie de l'Inde rurale, en tout cas au nord de l'Inde, c'est pas juste un endroit joli où on fait des balades, mais c'est vraiment la base de la subsistance. C'est là qu'on va chercher le petit bois pour faire chauffer la maison ou pour faire chauffer la marmite. C'est là qu'on amène paître les quelques animaux qu'on possède. C'est là qu'on va chercher l'eau. Et donc quand on déforeste pour une exploitation commerciale du bois, ça impacte la subsistance des paysans et en particulier des paysannes dont le travail consiste vraiment à aller chercher l'eau, le petit bois dans la forêt. Donc il y a eu toute une mobilisation autour de cet enjeu de déforestation. Après, aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce que ça va donner parce que en fait le mouvement commence juste à réémerger.
Moi, quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était en 2012-2013, et on n'en parlait plus trop. Et c'est assez récent qu'on se remette à en parler, que des collectifs se reforment, etc. Aujourd'hui, il y a certains enjeux qui sont en continuité avec les enjeux du passé. Par exemple, le nucléaire. Il y a un collectif français qui s'appelle les bombes atomiques, qui a vraiment ressuscité cet enjeu de lutte antinucléaire à Bure, en Meuse, donc là où il y a un site, un projet d'enfouissement de déchets nucléaires très toxiques et dont on ne sait pas quoi faire. Le biais aussi par lequel ça ressurgit aujourd'hui, c'est toute la figure de la sorcière qui devient... Enfin, il y a eu un effet de mode vraiment spectaculaire, notamment autour de la parution du livre de Mona Chollet, qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et ça, c'est lié à la réémergence d'une forme de spiritualité de la Terre, d'une réflexion sur des nouvelles figures du féminin, et un enjeu qui est assez nouveau dans sa formulation, dans les luttes écoféministes aujourd'hui, c'est l'enjeu du climat. Dans l'écologie des années 70, on parlait plutôt pollution, surpopulation, nucléaire. La question du dérèglement climatique, ça fait qu'une dizaine d'années qu'elle est vraiment admise dans le débat public. Donc aujourd'hui, c'est aussi beaucoup autour de cette question que les luttes écoféministes se tournent. Et autour de la question du mode de vie. Quel mode de vie on peut inventer qui soit viable. Ça, je vois qu'il y a plein de jeunes femmes qui se posent de plus en plus de questions. Et là, par exemple, autour du confinement, où beaucoup se sont rendus compte que le mode de vie urbain, il était très problématique en situation de crise. Voilà, cette recherche d'un mode de vie plus soutenable, plus autonome, avec une plus grande autosuffisance alimentaire, une plus grande résilience. Il me semble que c'est des directions qui risquent d'être les grandes directions de l'écoféminisme dans les années à venir. D'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant de voir les différences et comment le mouvement a évolué avec les problématiques aussi actuelles et des débats qui n'existaient peut-être pas il y a plusieurs années. Ok. Et alors, on comprend bien les liens de l'écoféminisme entre défense de l'environnement, remise en cause du patriarcat, mais en quoi concrètement militer pour la défense de l'environnement, pour la protection du climat et contre le dérèglement climatique, remet-il en cause le patriarcat, justement ? Je vais prendre l'exemple du mouvement Chipko, donc même s'il ne se revendique pas écoféministe, parce que pour moi c'est un exemple qui est assez révélateur. D'après tous les récits historiques de ce mouvement, donc qui a eu vraiment un essor au milieu des années 70 dans le nord de l'Inde, au début c'est pas du tout un mouvement féministe. C'est simplement, donc comme je l'ai raconté, des villageois et en particulier des villageoises qui se mobilisent pour défendre leur environnement immédiat. Et en fait, ce qu'on peut lire dans les récits de ces luttes, c'est que au fur et à mesure, les femmes commencent, enfin, le fait de s'engager politiquement, ou en tout cas de s'engager dans une lutte très concrète, de ce qu'on appelle une lutte populaire menée dans son environnement local immédiat, ça va les amener à changer progressivement de rôle dans la société. En luttant, progressivement, elles prennent de plus en plus d'assurance, elles prennent de plus en plus la parole, leur parole est de plus en plus écoutée, en faisant des actions, par exemple l'action phare du mouvement Chipko, c'est des images qui sont assez connues où on les voit enlacer les arbres, enfin faire des sortes de chaînes humaines autour des arbres pour les protéger de leur propre corps, et donc là elles se retrouvent dans un environnement, dans un affrontement direct avec les forces de l'État et les forces des entreprises qui viennent là, et ça leur donne énormément de force, énormément de courage, et au fur et à mesure, ça change les rapports de genre. Progressivement, elles se mettent à réclamer des choses qui sont pas du tout traditionnelles, par exemple une participation aux conseils de village ou conseils municipaux, une implication dans la vie publique et plus seulement dans la vie privée et domestique. Et donc, sans jamais se dire féministe, ni écoféministe, on voit que de fait,
elles changent leur position sociale. Le rapport homme-femme change. Et c'est un processus qu'on observe beaucoup en Amérique du Sud aussi, où beaucoup de luttes menées par des femmes contre, par exemple, des champs en monoculture arrosés de pesticides dans leur environnement immédiat et qui vont impacter leur santé et celle de leurs enfants. Donc elles commencent entre voisines, par exemple, à discuter, à se rendre compte que il y en a beaucoup qui font des fausses couches, ou il y en a beaucoup dont les enfants sont malades. Progressivement, elles font les liens entre cette dégradation de la santé de leur famille et le fait que il y a des monocultures qui viennent de s'installer dans leur environnement, qui sont arrosées de pesticides, etc. Donc elles luttent, elles se renseignent, elles se politisent, et là aussi, cet engagement va complètement changer leur position sociale et les faire sortir de l'enfermement dans le foyer et dans la sphère privée, et leur donner vraiment une stature politique et publique dans la communauté. Donc ça, c'est le premier lien très concret, très factuel. Ouais. Après, un deuxième lien, c'est un lien plus théorique, qui est que au cours de ce mouvement-là, les femmes s'aperçoivent aussi dans les analyses qu'elles vont faire au sujet de la situation que la situation de domination qu'elles subissent dans leur communauté ou dans la société n'est pas sans rapport avec le modèle de développement qui va ruiner leur environnement. Que ce soit sur le plan de la distribution du pouvoir, par exemple, en luttant contre mettons, l'implantation d'une usine polluante ou d'un site d'extraction minière dans votre environnement immédiat, vous vous rendez compte de qui sont ceux qui prennent des décisions, de quelle manière, et donc il y a vraiment une sorte de formation politique qui se fait, ou de politisation de la conscience. Tout d'un coup, on s'aperçoit progressivement de la structure patriarcale du pouvoir, du fait que ce sont des hommes, alors ce qui ne veut pas dire du tout incriminer les hommes en tant que tels, mais simplement incriminer une structure de rapport de pouvoir qui est une structure patriarcale. Et que ça s'imbrique aussi avec des rapports de force de classe, de race, des rapports de force néocoloniaux. Ça conduit à prendre conscience de la différence et de l'inégalité dans la répartition du pouvoir de décision entre hommes et femmes, entre différentes classes sociales, entre différentes régions du monde. Et tout ça permet de prendre conscience d'un modèle qui reste sinon d'habitude un peu invisible, qui est fondé sur une imbrication de rapports de domination entre les classes, entre les sexes, et qui a pour effet, donc on peut appeler le capitalisme patriarcal, c'est un terme qu'on trouve souvent chez les écoféministes, et qui est responsable des dégradations environnementales dans les différentes parties du monde. Donc là, ça se situe aussi sur le plan de l'analyse politique du monde contemporain. D'accord, ok. Et j'aimerais bien qu'on parle aussi de votre livre Être écoféministe, théorie et pratique, qu'on s'y arrête un petit peu. Parce que donc après la théorie, vous avez essayé de comprendre l'écoféminisme de l'intérieur un petit peu, parce que vous êtes parti en Inde notamment. Vous avez séjourné dans des ONG écoféministes et vous racontez donc cette expérience dans votre livre. Et j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez décidé de partir en Inde. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vivre avec des écoféministes ? Alors, déjà, en fait, juste pour prendre la question par la fin, j'ai découvert sur place que c'était pas du tout des écoféministes, finalement. C'est vrai, on s'en rend compte en lisant votre livre. J'avais un certain nombre d'illusions ou d'espoirs. Alors, en fait, il y a un ensemble de questionnements et de centres d'intérêt qui m'y ont poussée. Bon, déjà, factuellement, une des figures de proue de l'écoféminisme que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est Vandana Shiva, donc qui est une philosophe des sciences, activiste, qui a monté tout un réseau de petits paysans en Inde en lutte contre Monsanto et plus largement contre l'industrialisation de l'agriculture et contre la révolution verte, c'est-à-dire la modernisation de l'agriculture imposée par les institutions internationales. Et il se trouve que cette Vandana Shiva
elle a créé au sein de son ONG un centre dans lequel on peut séjourner pour des séjours plus ou moins longs pour apprendre. Alors moi, en lisant leur site internet, j'avais compris, parce qu'il y a un onglet écoféministe, etc. Enfin, c'est pas moi, c'était pas un fantasme complètement personnel, hein, c'était fondé sur mes lectures et sur leur site, etc. Donc j'avais cru comprendre que c'était un lieu de vie communautaire vraiment organisé selon des principes, les principes de l'écoféminisme, à la fois en termes de absence de hiérarchie entre les hommes et les femmes, entre les classes, entre les castes aussi en Inde. Et c'est un lieu aussi où on peut apprendre à se former à des techniques agricoles traditionnelles, donc d'agroécologie ou de permaculture. Et comme je cherchais effectivement des endroits pour mettre un peu les idéaux écoféministes à l'épreuve de la réalité, ça m'a paru une super bonne idée d'aller là-bas. Bon, et c'était une super bonne idée, même si j'y ai pas du tout trouvé ce que je croyais y trouver ou ce que j'espérais y trouver, mais c'était vraiment passionnant. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que à la fois à travers mes lectures sur l'écoféminisme, mes questionnements philosophiques et ma pratique du yoga, un truc qui me passionne, c'est la question de savoir comment on peut faire pour penser autrement, pour percevoir et ressentir le monde et notamment la nature autrement que ce que j'ai appris dans mon éducation urbaine classique de notre époque, quoi, et de notre culture. Et donc à travers le yoga et à travers mes lectures écoféministes, je pressentais en fait que en Inde et bon dans d'autres parties du monde, mais l'Inde m'intéressait particulièrement, il existe à la fois dans les concepts théoriques par lesquels on pense la nature et à la fois dans des pratiques, par exemple celles qu'on met en œuvre dans le yoga, il me semblait qu'il y avait la possibilité d'apprendre un rapport à la nature différent et aussi un rapport à la féminité, un rapport au monde en fait qui soit pas enfermé dans la rationalité un peu limitante de l'Occident moderne. Et donc c'était toute cette entreprise de décolonisation de mon propre rapport au monde que je désirais trouver en allant en Inde. Et alors, question qui est certainement difficile, et j'invite tout le monde à aller lire le livre pour aussi répondre à la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce séjour et qu'est-ce que ce séjour a changé pour vous, peut-être dans votre quotidien, dans vos croyances, même si on le comprend un petit peu à ce que vous venez de dire, mais qu'est-ce qui a été le plus marquant finalement ? Alors, je crois que ce qui a été le plus marquant, même si c'est pas que positivement, mais c'est ambigu justement, c'est que bon jusque-là moi voilà, je fais de la philo, j'ai une formation de philo, j'enseigne la philo, même si je commence à enseigner le yoga, mais voilà, disons que j'ai tendance à adorer les idées et à vivre beaucoup à travers des idées, des théories, des idéaux, etc. Et à éviter le plus possible la confrontation au réel. Et en fait, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est de me rendre compte des décalages vraiment intenses qui existent entre la théorie et la pratique, entre les idéaux et la réalité, que j'ai eu tendance au début à interpréter au détriment de la réalité, c'est-à-dire par exemple dans les écrits de Vandana Shiva et tout le discours qu'il y a sur le site de son ONG où j'étais, donc Navdanya, c'est plein d'idéaux sublimes et on a l'impression que voilà, il suffit d'arrêter de hiérarchiser, il suffit de se connecter avec la nature, etc. Et en fait, en étant confronté à la réalité d'une ONG qui cherche à changer les choses, mais en étant ancrée dans une réalité faite de contradictions, de complexité, d'incohérence, parce que la réalité, c'est comme ça, ça m'a amené à mettre beaucoup d'eau dans mon vin, en fait, et à comprendre que le changement social,
c'est pas quelque chose qui se décide en un claquement de doigts, qui suffit pas d'avoir les bons idéaux pour que ça fonctionne, mais qui a vraiment une prise en compte très fine, très intelligente et très patiente des réalités naturelles, des réalités sociales, de la psychologie des individus, des rythmes à prendre en compte si on veut pouvoir changer les choses dans la réalité et pas que dans sa tête ou dans des discussions. Bon, ce qui était très beau en Inde aussi, c'était la multiplicité des rencontres, parce que à la fois dans les ONG où j'ai pu séjourner et puis un peu partout, en fait, j'ai rencontré sans arrêt des gens super ouverts, avides de discuter, Pendant le dernier mois où j'étais là-bas, j'habitais dans un village, dans une famille de paysans, et dans le même village, il y avait pas mal d'étudiantes indiennes. Heureusement, parce que j'avais essayé un peu d'apprendre le hindi, mais déjà, c'est vraiment difficile. Et en plus, en fait, dans les villages, ils ne parlent pas hindi, mais un dialecte local. Donc, ces étudiantes pouvaient m'aider pour faire la traduction, etc. Et elles m'ont raconté des milliards de trucs sur les fêtes indiennes, la culture indienne, leur propre vie, leur famille, les divinités. Elles m'ont appris des danses, etc. Et tout ça, c'était des expériences très, très marquantes. Et de retour en France, pour l'instant... Alors au début, l'effet numéro 1, on va dire, c'était vraiment de me mettre en décalage total avec la réalité d'ici. Par exemple, donc je m'étais mise en disponibilité de l'éducation nationale pendant 2 ans pour pouvoir voyager, écrire le livre, etc. Et là, cette année, j'ai repris l'enseignement, donc j'enseigne dans 2 lycées à Marseille. Et en ayant voyagé et en ayant intégrer un certain nombre de principes écoféministes, le retour au cœur du système scolaire français, c'est vraiment violent. Les horaires, les bulletins, les notes. Moi, je pouvais pas, tout le premier trimestre, en fait, j'arrivais plus à noter à mes élèves parce qu'en fait, je comprenais ce que j'étais en train de faire. C'est-à-dire contribuer exactement au système que je désapprouve. Donc, de mettre en compétition les élèves de façon individuelle, de générer énormément de stress, de concurrence, d'individualisme, de leur faire miroiter des espoirs complètement illusoires, toute la négation des rythmes du corps dans l'école, je trouvais ça super violent, etc. Donc ça crée des sortes d'inconforts, mais qui sont des inconforts à mon avis super féconds sur la longue durée. Par exemple, j'habitais dans un appartement à Paris avant. Maintenant, je sais que pour moi, j'ai vraiment atteint des points de non-retour où c'est juste, peut-être qu'un jour, je serais obligée de revivre en appartement. Mais là, je vois que maintenant, j'ai besoin, en fait, d'avoir un jardin, de le cultiver. Alors, pour l'instant, je suis un peu nulle, mais faire un potager, donc avoir une observation vraiment concrète et une manière de prendre soin de façon pratique d'un bout de terre, c'est devenu quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose aussi que je veux de plus en plus implanter dans les lycées où j'enseigne, même si c'est pas très facile en fait de convaincre les profs, l'administration que c'est quelque chose d'important. Mais voilà, je crois que quand on revient d'Inde, ça paraît super bizarre d'être dans une société où on a de liens qu'avec les êtres humains qui vivent autour de nous. Et maintenant, en fait, je me sens de plus en plus en lien, avec la lune, avec le soleil, avec les rythmes naturels, avec les végétaux de mon potager et les arbres qui me permettent de respirer de l'oxygène, avec les ancêtres, avec toutes sortes de mondes invisibles dont on nie l'existence dans notre culture de façon consciente, alors que de façon inconsciente, ça nous hante complètement. Et tout ça, l'écoféminisme permet de le comprendre et de lui donner une place et de nous réintégrer dans la vie, en fait. Oui. Non, c'est hyper intéressant et votre livre m'a énormément bouleversée, alors dans le bon sens du terme, parce qu'il m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'aimerais bien aussi citer un passage, si vous êtes d'accord, qui m'a marqué, que j'ai relevé. Alors je vais le lire.
mes lectures écoféministes avaient fini par me persuader qu'aucune solution purement technique, politique ou économique de la crise environnementale n'était possible. On s'en tiendrait encore et toujours à de petits correctifs du même modèle. On verdirait un peu le capitalisme, on rendrait le développement un peu plus durable, les technologies un peu plus douces, les énergies un peu plus renouvelables. C'était la voie tracée par le discours public, mais les écoféministes le disaient toutes, cela ne suffirait absolument pas à enrayer la destruction en marche. Et vous avez également signé récemment une tribune qui s'appelle « Avec les écoféminismes, se projeter autrement dans l'après-Covid ». Alors du coup, j'aimerais vous poser une question qui, à mon avis, est un petit peu compliquée, mais est-ce que l'écoféminisme pourrait résoudre la crise écologique et sauver le monde ? Alors, c'est une vraie question. Je vais faire une réponse pas forcément objective, mais qui est liée à mes tendances profondément sceptiques. Bon, moi, je crois pas à la possibilité... Là aussi, en fait, j'ai l'impression que je suis trop dépitée par la réalité, tout en aimant énormément de choses de la réalité. Mais voilà, tous les espoirs un peu messianiques de les femmes vont sauver la planète ou tel mouvement politique va sauver le monde, etc. Je sais pas, c'est peut-être un peu décevant, mais moi, je crois plus au changement lent, progressif, intelligent, plutôt que à l'idée que quelque chose, un mouvement pourrait, du jour au lendemain, sauver la planète. Après, il me semble que dans l'écoféminisme, il y a un certain nombre de limites, mais aussi de promesses, en fait, notamment parce que c'est un mouvement qui justement lui-même est très lucide sur les dégâts historiques des révolutions et qui du coup cherche une autre manière de transformer la réalité et de provoquer un changement social. Et on voit par exemple aujourd'hui, parmi les jeunes filles qui se disent écoféministes, il y en a beaucoup qui sont amenées à l'écoféminisme avant tout par des questions de changement intérieur, par exemple de spiritualité ou de rapport à son propre corps, à son propre cycle, etc., et qui progressivement vont se politiser. Mais il me semble que cette voie de essayer toujours de relier les changements extérieurs, c'est-à-dire essayer d'apporter des changements des structures politiques, les structures sociales, économiques, etc., avec des changements en interne, que ça soit individuellement ou collectivement, c'est porteur. Par exemple, actuellement, chez Europe Écologie Les Verts, il y a une réflexion sur rendre le parti écoféministe ou pas, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour eux, j'ai été contactée par l'une des cadres du parti Europe Écologie Les Verts, et donc mes infos, elles se fondent sur ma discussion avec elle. Je ne sais pas ce qu'il en est à l'échelle du parti entier, mais d'après ce qu'elle me disait, il y a vraiment une conscience que rendre le parti écoféministe, ça voudrait pas simplement dire, dans les points du programme, proposer des mesures qui iraient dans le sens d'une plus grande égalité homme-femme, par exemple. Mais ça veut dire aussi, en interne, changer le fonctionnement du parti. En interne, le rendre conforme à des principes écoféministes. Par exemple, en menant une grande lutte contre le harcèlement au sein des équipes, en menant une réflexion aussi sur comment travailler selon des rythmes, d'une façon qui corresponde mieux au rythme biologique. Ou encore, comment faire en sorte concrètement que les femmes puissent réellement s'impliquer au même titre que les hommes, en favorisant, par exemple en mettant pas de réunion le soir, ou bien en faisant en sorte qu'il y ait une garde d'enfants dans l'université d'été du parti, etc. Et c'est ça quelque chose que je trouve intéressant, c'est-à-dire essayer de penser toutes les dimensions d'un problème et pas simplement militer pour l'avènement d'un monde meilleur un jour peut-être, mais essayer dès maintenant, dans notre rapport aux autres, dans les modes de collaboration, les modes de prise de parole, l'organisation du travail, l'organisation de la vie, de faire des changements. Donc c'est toujours des changements petits, modestes, qui prennent du temps, et j'irai pas jusqu'à dire que ça va sauver le monde, mais ça me paraît remettre
au cœur du changement ces questions du corps, des émotions, du fonctionnement interne, qu'on a tendance à oublier de théoriser dans beaucoup d'autres mouvements. Et on a aussi l'impression que les femmes sont plus nombreuses à se battre pour les questions environnementales. On pense notamment aux jeunes pour la lutte contre le réchauffement climatique, comme Greta Thunberg par exemple. C'est vrai qu'on voit beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles qui sont mises en avant. Est-ce que ça veut dire que les femmes seraient plus proches de la nature ? Alors sur cette question, c'est une des questions sur lesquelles les écoféministes ont beaucoup travaillé et ont beaucoup débattu, que ce soit réel ou pas. Dans l'imaginaire occidental moderne, on a construit une association symbolique entre les femmes et la nature. Il y a souvent l'idée que les femmes seraient plus proches de la nature. Alors ça s'explique par plein de choses, mais ça se manifeste par exemple dans toutes ces images de Dame Nature ou de la Terre-Mère. Donc c'est pas que l'imaginaire occidental moderne, ça se retrouve à travers plusieurs cultures. Par exemple dans Avatar, ou dans Princesse Mononoke, on voit bien que on associe le personnage féminin avec la nature, et de l'autre côté, ce qui représente la civilisation un peu guerrière, destructrice, c'est représenté par un personnage masculin. Pareil dans toute l'histoire de Pocahontas, le Nouveau Monde, etc. Donc voilà, cette idée-là, selon laquelle les femmes seraient plus proches de la nature, est une idée qui existe dans la culture populaire, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire collectif. Après, face à cette idée-là, donc les écoféministes ont analysé à travers plein de textes, de films, de pubs, de comportements, comment ça se manifeste, mais elles l'ont pas forcément validé. Certaines d'entre elles l'ont validé en disant oui, c'est vrai, les femmes sont plus proches de la nature, par exemple parce que à travers leur cycle menstruel, elles sont reliées aux phases du cycle lunaire, ou bien parce que à travers des expériences très marquantes du corps féminin, en tout cas pour certaines femmes ou une majorité de femmes, donc comme la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, elles ont une conscience immédiate et ressentie du fait qu'elles sont des mammifères. Bon, ce qui est le cas des hommes aussi, mais ils peuvent plus se le cacher ou ne pas en avoir conscience. Donc on aurait plus conscience de notre animalité, de notre intégration à la nature, etc. Et donc voilà, certaines écoféministes ont validé cette association pour en faire un outil de revalorisation des femmes et de la nature. Mais c'est pas du tout le cas de toutes les écoféministes. Et d'autres, au contraire, sont restées sur une position de déconstruction de cette association, en montrant que c'est une association vraiment fictive, et que les femmes ne sont pas plus proches de la nature que les hommes, mais que l'idée est de toute façon de rapprocher tout le monde, hommes et femmes, de la nature et d'une conscience de la nature. Donc voilà, il y a des positions assez différentes. Après, c'est vrai qu'on observe que statistiquement, les mouvements écologistes sont massivement féminins et l'engagement politique des femmes est massivement écologiste. Donc dans les données, on constate qu'effectivement il y a quelque chose de cet ordre-là qui se produit, mais ce qui peut tout à fait être expliqué par une construction sociale, par le fait que on assigne aux femmes le rôle de l'empathie, le rôle du care, le rôle du soin aux enfants, du soin de la santé de leurs proches, et aussi du fait de leur infériorité économique, qui fait que, comme je l'ai expliqué au début, elles sont plus vulnérables aux dégradations environnementales. Et donc ça, c'est ce qui s'exprime très bien, par exemple, dans le slogan de Pied de Biche, qui était un collectif écoféministe français, qui disait « Première impactée, première mobilisée ». Donc ça supposerait pas du tout de dire il y a une nature féminine plus proche de la nature, etc. Mais simplement de dire dans la construction sociale et économique du statut des femmes, elles sont plus impactées par les dégradations environnementales et donc elles se mobilisent plus pour se défendre. Et voilà, au sein de l'écoféminisme, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait on trouve toutes ces positions-là, de la plus essentialiste à la plus constructiviste,
et beaucoup de discussions entre ces différentes positions. Ouais, effectivement, c'est hyper intéressant. Et alors pour terminer un petit peu cette interview, j'aimerais qu'on revienne à vous très rapidement, puisqu'on se rend compte donc en lisant votre livre que vous êtes engagée, et je me demandais d'où vient cet engagement féministe, écologiste, enfin pour savoir un peu d'où ça vient cet engagement que vous avez et que vous portez. Alors je sais pas si je me définirais comme engagée au sens où j'ai aussi une sorte de distance critique. Et puis de scepticisme qui fait que voilà, j'ai un peu du mal à croire à certains trucs, etc. J'aime pas trop les mobilisations collectives. Après, bon, il y a un certain nombre de valeurs que j'essaye de porter à ma manière, à travers mon enseignement, à travers voilà les livres que j'écris, etc. Mais c'est vrai que ou bien disons que pour moi c'est essentiel que l'engagement ne vienne pas diminuer la lucidité. Mais bon, très concrètement, voilà, les valeurs, ces valeurs-là, si elles m'ont été transmises par ma mère, je pense. Et pour moi, en fait, c'est juste une sorte d'extension d'un souci de justice. C'est juste qu'il me semble qu'en fait, quand on est intéressé par la question de la justice, je vois mal comment on peut se désintéresser de la question aussi de la justice entre hommes et femmes, ou de la justice entre les pays du Nord et les pays du Sud, ou de la justice, ou de la manière d'essayer de construire des liens harmonieux avec l'environnement. Et c'est vrai que par exemple, je me suis toujours imaginé que je vivrais à la campagne, alors tout ça se fait progressivement, mais je me suis toujours imaginé que quand je serais vraiment grande, j'habiterais à la campagne, j'aurais un potager que je cultiverais, j'aurais un cheval. Alors je sais pas si ça se produira, mais j'ai l'impression qu'en fait et je pense que c'est quelque chose qui dépasse mon cas personnel, que le mode de vie urbain moderne, il a plein de côtés qui sont super chouettes. Et voilà, j'ai adoré vivre à Paris, et quand j'y retourne, je trouve que c'est une ville magnifique, et que toutes les occasions culturelles, etc., voilà, toutes ces œuvres humaines, c'est quelque chose qui a une grande valeur. Mais en même temps, je crois que c'est aussi quelque chose qui crée un certain un malaise, quoi, et un mal-être assez généralisé, qui en plus actuellement est aggravé par l'éco-anxiété, ou par ce que Joanna Macy, donc une éco-psychologue, appelle le désespoir environnemental, et que du coup il y a un peu une question de comment survivre psychologiquement, comment trouver un mode de vie qui fasse sens. Moi j'ai longtemps eu l'impression voilà, d'être très pleine de spleen, de tristesse, de ce que alors je sais plus qui utilise ce terme, c'est une autrice que je cite dans le livre, de sans-abrisme existentiel, ou existential homelessness. Je crois que c'est Val Plumwood. Voilà, ce sentiment qu'on a quand on est un urbain anonyme, d'être un peu de nulle part, de pas vraiment vivre quelque part, de appartenir à rien, ce qui peut donner un sentiment de liberté, mais aussi un sentiment de flotter, quoi. Et du coup, je pense que un des fondements de mes recherches et alors engagement, je sais pas, en tout cas des directions que je voudrais faire prendre à ma vie et à la vie des gens avec qui j'interagis, mes proches, ma famille, mes élèves, etc. Et peut-être d'autres personnes, voilà, avec qui j'aurai l'occasion de travailler pour améliorer un peu le monde. C'est aussi une manière d'essayer de, voilà, tout simplement se sentir en lien avec la réalité et trouver, faire de sa vie un chemin qui ait du sens et pas juste une succession de jours. Ouais, c'est passionnant. Moi, c'est des questions que je me suis beaucoup posées pendant le confinement. Vous le disiez, beaucoup de personnes ont pris conscience de tout ça, et moi, je crois que ça m'a un peu explosé en pleine figure, de tous ces questionnements. Donc, c'est passionnant. Mais si je comprends bien, comme vous n'aimez pas les étiquettes, vous ne définissez pas comme une écoféministe alors?
Et non. Et non. C'est une question qui m'a beaucoup taraudée pendant toute la lecture de votre livre, je dois vous l'avouer. Je me demandais, alors, est-ce qu'elle se définit comme étant écoféministe ou pas? Parce qu'on comprend tout au long du livre qu'il y a vraiment une remise en question, un questionnement perpétuel finalement, et beaucoup de scepticisme sur toutes les valeurs, et en même temps une adhésion à certains combats. Donc, je me suis pas mal posé la question. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, comme je viens de la philo, en fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler sur des pensées sans avoir besoin d'y adhérer. Et par exemple, quand j'ai fait, je sais pas moi, j'ai travaillé sur Nietzsche ou tout ça, personne m'a jamais demandé mais alors, t'es nietzschéenne ou pas Ou quand je travaillais, je sais pas, j'ai fait ma maîtrise sur Hegel et Nietzsche, personne me disait mais t'es hegelienne ou Et effectivement, avec l'écoféminisme, je me suis rendu compte que là, tout d'un coup, on me demandait de prendre position. On cherchait à savoir où je me situais, d'où je parlais, quelle était mon étiquette. Même dans des colloques universitaires hyper sérieux, tous les autres, on leur posait des questions de fond. Et moi, on me disait oui, mais alors, vous êtes écoféministe ou pas? Mais c'est super bizarre en fait. Et du coup, c'était un problème de positionnement d'autant plus étrange que voilà, en étant philosophe, pour moi, c'était évident qu'il était bon d'avoir une distance critique vis-à-vis de son objet. C'était la garantie d'une forme de lucidité, d'objectivité. C'était un peu les règles d'une enquête philosophique. Et en même temps, dans les milieux militants, ça me mettait vachement en porte-à-faux, où j'avais toujours l'impression d'être une sorte de traître. Et le fait de tenir à ma liberté d'esprit, c'était parfois interprété comme une trahison, ou enfin voilà, c'était un peu bizarre. Et en fait, à la fois j'ai des affinités profondes avec beaucoup de valeurs écoféministes et d'analyse du mouvement. J'ai une aspiration aussi à mettre ma vie en conformité avec certains idéaux qui sont pour beaucoup proches de ceux du mouvement écoféministe. Par exemple, pendant le confinement, là, moi, directement, je suis allée me confiner dans un lieu dont je parle dans le livre pendant 2 pages, chez un homme qui vit dans les collines de Provence en autonomie ou en semi-autonomie. Et c'est vrai que du coup, toutes ces questions, enfin là, ça m'est paru vraiment vital d'être dans un endroit où on a une sorte d'autosuffisance alimentaire, d'autosuffisance ou de presque autonomie énergétique pour l'eau, pour le chauffage, c'est que le chauffage au bois, il n'y a pas l'eau courante, etc. Et donc à la fois c'est des choix radicaux, et à la fois je vois que je sais pas jusqu'où moi j'irai à titre personnel, mais que voilà, réussir à devenir le plus autonome possible, acquérir le plus de savoir-faire manuel possible pour pouvoir vivre concrètement d'une façon très résiliente et très en relation quotidienne avec la nature. C'est des choses qui sont super importantes pour moi. Mais après, c'est vrai que je peux pas me dire écoféministe parce qu'il y a plein d'analyses dont je perçois les limites. Il y a dans les théories écoféministes, il y a à la fois un prisme qui est très éclairant pour analyser beaucoup de discours, beaucoup de comportements, beaucoup de fonctionnements sociaux, etc. Et à la fois, je vois bien qu'il y a aussi beaucoup de failles, certaines dérives que je peux pas suivre. Voilà. Donc, et le positionnement dans mon livre, c'était pas évident à trouver parce que justement, je voulais faire quelque chose qui soit ni un livre écoféministe ou voilà une apologie de l'écoféminisme parce que j'en voyais trop les limites. En même temps, je voulais pas du tout faire une critique de l'écoféminisme parce que voilà, ça me paraît pas très utile ni intéressant de faire ça. Mais il a fallu trouver tout ce positionnement d'observatrice ou d'enquêtrice bienveillante. Mon éditeur, à un moment, il m'a dit un truc qui m'a aidé quand je lui ai envoyé mes premiers chapitres. Il m'a dit ah ouais, en fait, on dirait que t'es Tintin. Et du coup, voilà, je me suis dit ah mais c'est un positionnement légitime en fait, d'être enquêtrice, observatrice bienveillante, et puis pas que observatrice, vraiment qui participe, qui expérimente, etc. Sans pour autant avoir besoin de perdre tout esprit critique et de me fondre totalement dans un groupe ou dans mon objet.
Bien sûr. Non, mais votre livre est vraiment passionnant et je remettrai toutes les références dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse retrouver le livre parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Moi, il m'a beaucoup aidé et il m'a permis de me poser des questions que je me serais pas forcément posées. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à le lire. Je trouve que c'est un beau compliment parce que justement, ce que je voulais faire, c'était un livre qui prétendent pas donner des réponses clés en main, mais qui permettent de se poser des questions nouvelles. C'est exactement ça. Et alors la dernière question pour clôturer notre discussion, parce que le podcast s'appelle Nouveau Modèle et que c'est un peu la question rituelle que je pose à toutes mes invités. Est-ce que vous avez des modèles dans la vie ? Je sais pas si j'ai des modèles de façon très consciente, mais en tout cas, je remarque que et là aussi, je pense que c'est grâce à mes recherches que j'ai pu trouver des sortes de sources d'inspiration. Parce que quand j'étais petite, en fait, les modèles que j'avais, c'est des modèles dont maintenant, avec le recul, je me rends compte que ils ont un côté un peu patriarcal. Par exemple, Princesse Sarah, c'était un dessin animé qui passait à la télé quand j'étais petite. Je sais pas si tout le monde connaît. C'était un peu mon modèle. C'est une petite fille qui est maltraitée, qui est orpheline. Elle s'en prend plein la gueule, mais elle est toujours sage et souriante et tout ça. Ce qui lui donne une sorte de supériorité morale. Mais en même temps, maintenant, je me rends compte que c'est beaucoup avec des modèles de ce genre-là qu'on éduque les petites filles. Et que en fait, ça renforce une forme de soumission féminine. Voilà, c'est une construction de la petite fille à partir de modèles qui sont pas forcément susceptibles d'en faire des femmes très puissantes et libres. Et progressivement, en fait, au cours de mes recherches, j'ai écouté par exemple beaucoup de podcasts sur des biographies de femmes. Et là maintenant, du coup, ce que je pourrais donner comme modèle, c'est par exemple Maria Montessori, donc qui a fondé toute la pédagogie Montessori et toutes les écoles Montessori, ou Colette, l'écrivain, ou encore la danseuse et chorégraphe Isadora Duncan, qui a vraiment libéré la danse contemporaine du carcan un peu du corps classique, etc. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant justement ces dernières années, c'est que les modèles à disposition pour les filles, ils ont souvent été un peu cucu et un peu aliénants, et maintenant, de plus en plus, on peut avoir accès à des modèles qui permettent de se construire en tant que femme, avec une image de la femme comme quelqu'un qui peut être créatif, avoir une œuvre et apporter à la société des renouvellements littéraires, artistiques, pédagogiques, politiques, comme ces trois femmes que je viens de citer. Ouais, c'est hyper intéressant. Et merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci et pour cette discussion vraiment passionnante. Merci beaucoup. Merci à Jeanne d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. J'aimerais remercier infiniment toutes les personnes qui soutiennent Nouveau Modèle et qui ont participé à la cagnotte Ulule. Pardon d'avoir autant tardé, mais les contreparties arrivent très bientôt. Donc un immense merci tout particulier à Rosie, Charlotte Lépicier, Nathalie Parmentier, Lio, Laurie Cazot, Gilbert Welzer, Benjamin Missoff, Célia, Léa Serra, Victorine Barraco, Valériane Demullier, Eva, Marie-Laure Dumont, Fabiola, Eliane Meyer, Annie et Patrick. Et n'oubliez pas, si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.